Comment est venue l'idée d'écrire un livre sur le journalisme? Le premier, bien sûr, c'était Alors l'information, les journalistes parlent du journalisme et d'eux-mêmes. Je suppose que vous avez pensé à ce titre-là. L'idée, au départ, était toute simple, c'était de faire un petit livre d'une cinquantaine de pages avec la question Alors l'information qui rappelait celui de Roland Barthes, alors la Chine. Et Barthes, pourquoi il a fait ce petit livre? Parce qu'il avait fait le voyage en Chine et à l'époque, les intellectuels partaient en Chine et revenaient avec un livre. Lui, il était revenu sans rien écrire, ni livre, ni article. Donc je voulais faire un petit livre, un peu à la manière de Barthes, d'une cinquantaine de pages. Et je l'ai intitulé Alors l'information, pour la simple raison que nous sommes dans l'information, nous sommes dans le journalisme au Maroc. Et quand on rencontre un journaliste au Maroc, la première question qu'on lui pose, c'est comment va l'opinion, par exemple, si vous êtes à l'opinion. Comment va article 19, si vous travaillez article 19. Comment va le matin. Donc, alors l'information est construite sur cette expression-là, qui est vraiment dans l'ambiance générale de la profession au Maroc. Je ne sais pas si ça existe aussi à l'étranger, mais au Maroc, cette phrase-là, cette question est un rituel entre les journalistes qui se rencontrent. À partir de là, j'ai commencé donc mon travail, et puis l'idée s'est enrichie. J'avais constaté aussi que les journalistes n'écrivaient pas sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils écrivaient surtout. Ils écrivent en politique, ils écrivent en culture, ils écrivent en économie, ils écrivent sur la société, mais jamais, sinon rarement, sur eux-mêmes. Voyez, c'est pas de l'omerta, c'est pas que les gens ne veulent pas, comme la mafia, parler d'elle-même, parler de sa profession, mais il y avait cette constatation. Les journalistes n'écrivent pas sur eux-mêmes, et ce phénomène n'est pas marocain, il est international. Que vous alliez en France, que vous alliez en Chine ou ailleurs, il n'y a pas de livre de journalistes sur les journalistes. Il y a une sorte de loi du silence, si j'ose dire, qui fait que, même dans le journalisme, il y a des dépassements, par exemple, qui ne sont jamais dénoncés. Quand je dis, par exemple, on écrit sur l'économie, en général, quand il y a quelque chose qui arrive dans l'économie, par exemple un cas de corruption, on en parle dans la presse. Mais dans la presse aussi, il y a des cas de corruption. Mais pourtant, personne n'en parle. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a, si vous voulez, l'intérêt de ce livre. Il y a cette pertinence. Et il y a d'ailleurs même, il y a 2 chapitres que je peux rappeler rapidement. L'un, par exemple, c'est sur la confraternité. Pourquoi il n'y a pas de confraternité dans la presse? C'est extraordinaire, mais comme dans toutes les professions d'ailleurs, hein, ce n'est pas seulement propre à la presse. J'ai un chapitre sur la confraternité qui montre justement toutes les guéguerres entre journalistes, avec des citations. Et il y a un autre chapitre aussi que j'ai consacré à l'éthique, à la déontologie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, justement, on a parlé de corruption, c'est cette absence d'éthique aussi qu'on retrouve sous la plume de beaucoup de journalistes, mais qui, même avéré, n'est jamais dénoncé par la profession. Dans le deuxième livre, c'est un livre d'entretien. C'est un livre d'entretien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réuni, bon, j'ai quand même une cinquantaine d'années derrière moi dans la presse, dans le journalisme. Et dans mon parcours, j'ai toujours fait beaucoup d'entretiens avec des intellectuels, avec des professionnels. J'avais déjà publié un livre d'entretien qui s'appelait Symboles et idéologie, mais qui était concentré justement sur le symbole au sens un peu linguistique du terme et sur l'idéologie au sens idéologique du terme. Et dans ce premier livre, il y avait 3 entretiens avec Abdel Aroui, qui est connu pour son travail sur l'idéologie arabe et sur les intellectuels arabes, avec Roland Barthes et Jean Molineau, qui sont des spécialistes de l'analyse du discours, qui sont des spécialistes de la sémiotique et de la linguistique. Ça, c'était mon premier livre d'entretien, issu de mon travail journalistique. Ce livre-là est le deuxième, mais beaucoup plus important. Il fait quand même, disons, en volume,
Il y a peut-être une soixantaine d'entretiens ou plus. Il y a plus de 500 pages. Et il est divisé en parties. Il y a une partie que j'ai intitulée Pensée entre raison, je crois, et idéologie ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus du titre exact. C'est divisé en parties. Et là, il y a une soixantaine peut-être d'interviews qui remontent depuis mes débuts en 1976 jusqu'à maintenant. Et là, vous avez des penseurs, vous avez par exemple Mohamed Harkoun, vous avez Maxime Rodinson, vous avez Jean Ziegler qui est connu, vous avez Benjamin Stora, vous avez énormément de gens, vous avez Khatibi bien sûr, vous avez Jamal Din Benchir, vous avez pour les gens qui sont encore très actifs, vous avez par exemple Jalil Bennani en psychanalyse, vous avez Rita Al-Khiyat en psychanalyse. Vous avez des critiques littéraires, il y a par exemple Jean Desjeux, vous avez des jeunes aussi, Khalid Limlahi, qui est encore assez jeune, mais qui promet, qui est un auteur prometteur. Vous avez un penseur qui est Khalid Zikri, que je compare à mon corps défendant, à une sorte de Abdallah Al-Aroui, en plus jeune. Et il a fait un livre sur les intellectuels aussi, qui est très abouti, très profond. Il y a une partie sur les journalistes, avec des interviews avec des journalistes, et notamment avec Abdelgil Fenjero, qui était directeur général de la MAP, et qui en 1989 déjà faisait des projets de pôle audiovisuel pour la MAP. Il y a donc lui, il y a des éditeurs, vous avez Chodki Wix qui était les éditions du Seuil, vous avez Maspero, pour les éditeurs. Pour le Maroc, vous avez Retnani, qui est mon éditeur, et vous avez aussi Kamil Hubballah, qui est Afrique-Orient. Vous avez des sociologues, il y a Fatima Al-Mernissi, il y a énormément de gens. Vous savez, je reste un littéraire avec une sensibilité un peu psychanalytique, linguistique. C'est sûr que les entretiens qui m'ont marqué, c'est les entretiens d'Abdelkbir Al-Khatibi. C'est par exemple l'entretien de Mohamed Harkoun, Maxime Rodinson, qui eux réfléchissent sur l'islam, mais ne posent pas le problème en termes de dialectique, d'explication du message. Ils posent le terme en analyse, par exemple sémiotique. Mohamed Harkoun, Jamal Din Benchir aussi à cette dimension-là, qui travaille sur la rhétorique, qui pense que réfléchir sur l'islam ne devrait pas poser problème parce que c'est une réflexion, c'est-à-dire l'islam c'est l'islam, on ne peut pas y toucher. Mais c'est un outil aussi, c'est quelque chose aussi qui peut être soumis à analyse. Or malheureusement, pour diverses raisons, et dans pratiquement toutes les régions, quoique peut-être un peu plus d'acuité pour la religion musulmane, les gens du culte en général sont plutôt résistants à l'analyse. C'est-à-dire comment passer au fond, comment passer à l'analyse, comment passer à la raison. Voyez, avec les religions, que ce soit dans la chrétienté, le judaïsme ou l'islam, bien sûr, les problèmes de raison ne se posent pas, c'est autre chose. Et quand on soumet ces textes, bien sûr, à l'analyse, à la raison analytique, si on peut dire, ça crée des résistances. Peut-être qu'on christianise un peu moins. Maintenant, je parle au jour d'aujourd'hui. Peut-être que dans le judaïsme un peu moins, mais en islam, on a encore beaucoup de crispation au niveau de l'analyse du texte, si j'ose dire.